Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un format qui est totalement différent de celui que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne pour la simple et bonne raison que dans cette vidéo, je réagis à vos problèmes. Et avec les mails que j'ai reçus, on y va sans plus tarder. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous l'avez déjà vu passer parce que c'était... Bon, il y a quelques temps. Mais bon, j'avais posté un sondage sur Instagram dans lequel je vous demandais est-ce que ça vous intéresserait si sur ma chaîne YouTube, je faisais une vidéo dans laquelle je réagis à vos problèmes. J'avais mis une adresse mail dans cette story suite aux réponses positives, parce que je crois qu'il y avait presque plus de 83% de oui. Et vous m'avez envoyé vos problèmes. Premièrement, merci d'avoir participé. Pour cette première vidéo, j'ai reçu 6 ou 7 témoignages. Mais c'est des témoignages quand même assez longs, anonymement, bien évidemment. Et c'est quand même des gros témoignages. C'est-à-dire que ça traite des sujets. J'ai pris les sujets les plus importants. Certains sujets se ressemblaient. Donc j'ai pris 4 témoignages pour cette vidéo. Et si ça vous dit et si le contenu vous plaît, je vous mets une adresse mail juste ici dans laquelle vous pouvez m'envoyer vos problèmes et je tournerai une seconde partie. Alors j'ai reçu un mail de... Oula, non, j'allais le dire. Super, envoyez-moi vos problèmes anonymement. Alors, Géraldine. De toute manière, si j'avais dit le prénom, je l'aurais bipé, donc... On va traiter des sujets quand même assez sérieux, donc je vais éviter de me prendre des fous rires. Alors, pour la première problématique, enfin pour le premier cas, pour ma problématique, ce serait professionnel. Quel conseil pourrais-tu donner pour une personne qui est trop gentille, à l'écoute pour ses collègues et prend toujours la défense des autres face au manager? C'est un très mauvais mécanisme, je m'en suis rendu compte, car personne fait la même pour moi, et au final, je deviens le bureau des plaintes littéralement. PS, ayant une mère toxique, j'ai jamais appris à mettre des limites aux gens, d'où la question, comment mettre des limites saines dans le monde professionnel? Alors, si j'ai pris cet exemple, cette problématique, c'est parce que moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que, littéralement, je prenais le dos de tout le monde. Que dès qu'il y avait un problème, ok, pas de souci, moi, je vais aller en parler. Non, mais ça, c'est pas normal. Attends, mais moi, je vais le dire. Trop grande gueule. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, allez, on va chauffer Sabrina, comme ça va bien gonfler, et elle va éclater tout le monde, et nous, tranquille, non seulement, les choses, soit elles bougent pas, et sans se mouiller. C'est-à-dire que, genre, soit ça passe, soit ça casse, mais non, c'est pas mouillé. Par contre, toi qui te mouilles pour les autres, c'est toi qui prends, meuf. C'est toi qui prends. Et pour vous dire, pour mon cas personnel, ça m'est arrivé une fois. Et non, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois, ce genre de comportement que j'ai adopté, Ça m'est déjà arrivé comme je vous ai dit, de prendre le dos de tout le monde. Dès qu'il y avait un truc, vraiment, littéralement, j'étais là, la voix du peuple. Et puis, je prenais vraiment ce rôle à cœur quand je voyais des injustices, quand je voyais, en plus, des trucs qui me concernaient, mais même pas, en fait. Jusqu'au jour où j'ai été victime je vais pas dire de harcèlement au travail, mais si, clairement, si, on m'a cassé les couilles au travail, on m'a fait vivre un peu un enfer. Ouais, clairement. Et à ce moment-là, personne n'a pris mon dos. Personne. C'est-à-dire que j'étais la bête noire, j'étais le vilain petit canard, celle qu'on appelle pour faire des remplacements, sous prétexte que je suis jeune et que je n'ai pas d'enfant. Enfin frère, ça veut dire quoi, que j'ai pas de vie ou quoi? Celle à qui on refusait de changer ses horaires. Certains avaient un traitement de faveur dont moi je n'avais jamais droit. Je sais pas, pourtant je travaillais bien, jamais en retard, rien, non. Ma gueule, non, ça passait pas. Et qu'on critiquait avec les personnes dont je prenais le dos. Et ça m'a tellement blessée, ça m'a tellement heurtée. Du coup, l'événement qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que les gens ne prenaient pas autant les choses à cœur que moi, que les gens n'avaient rien à foutre de ma gueule, les gens s'en battaient littéralement la poire, que je rentrais chez moi en pleurs, que je terminais ma journée de travail avec la boule au ventre, que j'arrivais le lendemain avec les larmes aux yeux, les gens n'avaient rien à foutre. Ah, devant moi, oui, Ah, c'est vrai, ça se fait pas, Ah ouais, en plus, tu sais, moi aussi, elle m'a dit ça, Ah, mais tu sais, elle a fait ça, Mais tu sais, ceci, et tu sais, cela, Toi, t'es là et tu dis, ouais, d'accord, mais quand c'était toi, je sais pas, j'ai essayé de faire bouger les choses, je t'ai soutenu. Non. Et c'est pas arrivé sur un seul lieu de travail, Ça m'est arrivé plusieurs fois jusqu'au jour où je me suis parlé à moi-même. Un jour, je suis rentrée du travail vraiment pas bien. Vraiment pas bien parce que je suis de nature à être très caractérielle, très colérique, vraiment pas du genre à voilà, être sensible ou autre. Et il y a un jour où je suis vraiment rentrée chez moi et mon copain, il m'a dit, mais Sabrina, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc je lui explique un peu plus en profondeur parce que j'expliquais dans les grandes lignes, mais je ne racontais pas réellement ce que je subissais. Et j'ai craqué, j'ai tout raconté. Et il y a une question qui m'est revenue dans la tête où je me suis dit, mais pourquoi ça m'affecte autant? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de ces gens-là, en fait? De quoi je me mêle? Pourquoi je me mêle de leurs histoires? Pourquoi j'essaye d'aller dans leur sens, de montrer que je les apprécie alors qu'ils ne m'apprécient pas? Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'ils m'apprécient ou pas, putain? Pourquoi c'est si important? Pourquoi je mets autant d'énergie dans des relations professionnelles qui n'aboutissent à
rien parce qu'il n'y a que de l'intérêt. J'ai quelques amitiés qui se sont créées sur mon lieu de travail, mais moi je voulais être aimée de tous, je voulais que tout le monde m'aime bien parce que je sentais un peu le rejet d'une personne, je sais pas comment expliquer, parce que à chaque fois que j'allais dans un travail, que je débutais un nouveau travail dans un nouveau poste, enfin dans une nouvelle structure, ça se passait mal dès qu'il y avait des femmes. Du coup, à chaque fois que je rentrais dans une société, je faisais tout pour être aimée de tous. Je faisais tout pour que tout le monde m'apprécie, tellement que j'avais peur que l'épisode se répète encore et encore, que ça se passe mal avec mon équipe ou que ça se passe mal avec une femme de mon travail. Je me suis dit mais pourquoi en fait? Pourquoi j'en arrive là? Une meuf elle me casse les couilles au travail. Nique ta mère. T'es pas contente, c'est pareil, je te calcule pas. On me prend pour une connasse alors que j'essaye d'être gentille, je vais devenir une vraie connasse. Et quand je dis je vais devenir une vraie connasse, et je vous jure que c'est vrai, je suis devenue réellement une vraie connasse. Dans l'attitude, c'est-à-dire que je raconte pas ma vie. Bonjour, au revoir, ni plus ni moins. Et si vraiment, avec cette attitude-là, t'arrives à te créer des liens, c'est que ces liens sont sincères. Sinon, c'est que du faux cul. C'est que du faux cul. Et ça à tous les niveaux. Donc maintenant, je suis quelqu'un, je vais pas dire d'antipathique, mais quelqu'un qui va venir et commencer à me raconter sa vie, je vais vraiment montrer, sans méchanceté ni arrogance, mais que je m'en tape en fait. Je vais pas moi te raconter ma vie après. Donc ce que tu fais là... On n'a rien à foutre en fait, tu vois. Je viens pour travailler, je viens pas pour me faire des collègues. Pour qu'après, c'est chacun sa merde. Et ça a toujours été comme ça. À la finalité, c'est chacun sa merde. Et même si il y a des amitiés qui se créent sur le lieu de travail, il faut dissocier les deux. On est amis à l'extérieur, mais dès qu'on est dans la structure ou dès qu'on est dans nos heures de boulot, chacun fait sa vie. Parce que je peux vous jurer par expérience, c'est pas du tout un bon mélange. C'est pas du tout un bon mélange. Je vais vous raconter un truc, moi, qui m'est arrivé, et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience que dans la vie, faut vraiment pas être sympa. Plus t'es sympa, plus on te bouffe. Vraiment, je vous jure, du fond du cœur, j'étais quelqu'un avec, mais tellement une naïveté, mais oh là là, c'est-à-dire que plus les gens étaient méchants avec moi, plus j'essayais d'être gentil, limite de me mettre à plat, alors que non, sans raison, pourquoi t'es méchante avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas lieu d'être, on travaille, je comprends pas pourquoi t'es méchante avec moi. C'était des choses pour moi qui étaient personnelles, ça n'avait rien à voir avec le travail, donc ça n'avait pas lieu d'être sur mon travail, donc je comprends pas pourquoi j'avais cet automatisme de me laisser marcher dessus et limite genre demander quoi, genre alors que maintenant une fois pas deux, je te le dis, c'est clair, net et précis. Et vraiment le jour où j'ai vraiment eu ce déclic là, c'est que j'avais une personne à l'époque, ça remonte à quelques années, avec qui je m'entendais extrêmement bien au travail. Vraiment c'était ma pote. On racontait nos vies privées, on racontait nos secrets quand on avait nos galères, avec personne d'autre que toutes les deux. On se racontait tout, quand il lui arrivait une galère, je l'aidais. Enfin, puis elle c'était une personne qui était là depuis très longtemps dans cette boîte et du coup je m'entendais super bien avec elle et tout. Un jour il y a une histoire avec une personne. Enfin, donc mon ami a une histoire avec une personne et cette personne-là avait fait quelque chose de pas bien à ma copine. Donc moi, forcément, sur le travail, j'étais devenue un petit peu plus froide parce qu'elle avait vraiment fait quelque chose de dégueulasse. Et cette fille-là m'avait déjà fait auparavant des crasses, mais bon, passons. Donc ma collègue, mon amie, arrive le jour où elle a un différend avec cette personne, sauf que cette personne-là s'est plaint. C'est plaint parce que c'est allé un petit peu trop loin dans les paroles et le reste. Alors que moi, on va dire que j'étais rodée, elle m'avait fait des crasses une fois, deux fois, trois fois, j'étais plus à ça près. J'avais jamais relevé parce que je savais très bien que de toute manière dans cette boîte on n'allait pas me défendre. Donc je m'étais fait une raison, j'étais le souffre-douleur de la société. Eh bien, ma collègue a été convoquée pour le différend qu'elle a eu avec cette dernière et elle a dit que c'était de ma faute, que c'était moi qui lui avait monté le crâne, que c'était moi qui l'avais poussée à être méchante, à être mauvaise, alors que pas du tout. Jamais parce que je m'en battais littéralement les couilles, vu que c'était un quotidien pour moi, j'étais même plus à ça près. Du coup après, déjà qu'on me faisait vivre un enfer gratuitement, tu crois que celle-là ils l'ont laissé passer? Non. Donc du coup, convocation, hein? Qu'est-ce qui s'est dit? On m'a dit clairement, t'es une mauvaise personne, tu manipules les gens pour arriver à tes fins, tu es vicieuse, regarde ce que tu fais. Je vous jure, je n'ai jamais dit, fait, qu'est-ce, ça n'avait rien à voir. En plus, je travaillais même, enfin, c'était même pas mon équipe à ce moment-là. Nous, on était collègues parce qu'on était dans la même boîte, mais on travaillait pas ensemble et c'était un événement qui s'était passé où je n'étais même pas présente. Et là, mon cœur, il s'est brisé en 1000 morceaux. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc en fait, vu qu'elle sait que, on va dire, mes chefs ne m'aiment pas trop, on va dire que c'est Sabrina, ça va passer crème et puis moi, tranquille, moi, il va rien m'arriver. C'est ce qui est arrivé. Et à partir de ce jour-là, j'ai perdu une amitié déjà, premièrement. J'ai perdu ma dignité, j'ai perdu mon travail.
Et ça s'est répété plusieurs fois, ce genre d'épisode. Donc maintenant, je suis une connasse. Bonjour, au revoir. Pas de gna. Déjà, je suis pas tactile, là, les gens trop tactiles. Ouais, salut, ça va, tu vas bien, tu t'appelles comment, qui veut tout savoir de ta vie. C'est niette. Et cette attitude-là, une attitude stoïque, qui laisse rien transparaître. Tu ne racontes pas ta vie. Une connasse. Les gens malveillants, les gens faux cul, les gens vicieux, c'est un pas en arrière. Direct, ils se méfient. Ils savent. On va éviter. Par contre, les gens, malgré cette attitude, qui veulent quand même essayer à te connaître, là, tu sais que c'est sincère. Mais toujours avec des limites. Toujours avec des limites. Et on en revient, en fait, à quand je suis en train de raconter mon histoire par rapport à justement mes expériences professionnelles précédentes, j'ai nourri cette relation toxique en fait envers les gens malveillants envers moi. Vous savez, c'était un peu comme le trouble, je sais pas moi, le trouble de Stockholm. Genre, j'adorais mes harceleurs. Genre, j'essayais de me faire aimer de mes harceleurs. Vraiment être bête. Mais non, ça s'appelle la toxicité. Et si tu me dis dans ton mail que justement, ayant eu une mère toxique, j'ai jamais appris à mettre des limites aux gens, tout s'explique parce qu'on arrive à banaliser la maltraitance dans n'importe quel domaine dès qu'on a affaire à ce genre de relations toxiques. Que ce soit familiale, amicale, amoureuse, professionnelle. Moi, je l'ai vécu dans le monde professionnel et ça a duré longtemps. J'ai nourri ce lien toxique. Vraiment, j'ai nourri ce lien toxique. Mais déjà, admettre et reconnaître que justement, tu as eu une mère toxique, ce qui expliquerait le fait que tu te laisses marcher dessus, c'est que déjà, t'as tout compris. Après, c'est juste un mécanisme à mettre en marche. Parce que, moi, j'étais persuadée que c'était moi le problème. Hein. Oh là là, mon Dieu. Moi, j'étais persuadée que c'était moi le problème. Parce que des gens mauvais, dans tous les domaines, on va en rencontrer. Hein. Suffit juste de pas se laisser bouffer. En étant correct, pas d'arrogance, poli, mais une connasse. Simplement une petite connasse. Et je le répète, on n'est pas au travail pour se faire des potes. Et avoir des potes, c'est pas un but ultime dans la vie. J'ai pas de potes, je m'en branle. On est au travail pour gagner sa vie. Point barre. Donc voilà pour mon conseil, quoi. C'est pas le plus beau, c'est pas le plus joli, c'est pas le plus poétique, mais c'est le plus efficace. Et oui. Oh, on a un invité. Viens, mon fils. Viens. J'ai un chat du Bengale qui a une tchatche, mais une tchatche. Dis coucou. Oh, mon fils. Oh, mon bébé. Regarde, t'es là. Tu dis bonjour. Tu nous laisses parler tranquille? Si tu fais ça tout le long... Régale. Eh bien, c'est parti pour le cas numéro 2. Alors, le deuxième mail, ce serait cool de traiter ce sujet. Dépendance affective versus amour. Comment dissocier les deux? Comment sortir de cette dépendance? Pourquoi a-t-on tant de mal à s'en sortir? Comment savoir que l'on s'aime sainement, sereinement? C'est une épreuve de bac de philo ou quoi? Donc la dépendance affective versus amour. Comment savoir si en fait on est réellement amoureux d'une personne ou si en fait on est dépendant de la personne? Putain, c'est chaud parce que en fait je vois très bien ce que je veux dire mais ça arrive pas à bien sortir de ma bouche. Enfin, le truc que je vais dire c'est bizarre mais ne jamais être dépendant. Putain, dès le départ. C'est la règle d'or dès que vous entrez dans une relation. N'importe quelle qu'elle soit, ne soyez putain jamais dépendant. Jamais. C'est le cauchemar. Soyez dépendant de vous, personne d'autre. Et malheureusement, quand c'est le cas, je vais pas dire que c'est trop tard. Parce qu'il est jamais trop tard pour changer. Mais le processus, il est vachement plus long pour s'en détacher. C'est comme une sorte de sevrage. Le mot dépendant. Déjà, le mot, il est négatif. C'est pas bon. Si vous êtes dépendant, ou si vous êtes trop fusionnel avec une personne, parce que si vous êtes trop fusionnel avec une personne, trop passionnel, trop dépendant, que vous pouvez rien faire sans, que même, en fait, si vous voyez que la personne est mauvaise pour vous, vous pouvez pas vous en passer, pour moi, il faut être radical. C'est-à-dire que tu bloques de partout, tu bloques ses amis, tu bloques tout ce qu'il y a en rapport avec la personne pendant un certain temps. C'est une sorte de sevrage. Quand t'es dépendant de quelqu'un, il faut vraiment que ce soit brutal. Moi, pour moi, c'est ma solution. Parce que être dépendant de quelqu'un, c'est nocif. Et régulièrement, on se rend compte qu'on est dépendant de la personne une fois qu'elle n'est plus là. Et c'est là où les problèmes commencent. Et les gens qui associent le mot dépendance affective avec relation amoureuse, je peux vous assurer que ça n'a strictement rien à voir. Moi, j'ai déjà vu des psychopathes être complètement attardés sur mon mec et faire des trucs de ouf. Tu te dis, mais ça tourne pas rond là-dedans. Genre, il y a eu une connexion, ça part en live freestyle total dans la cervelle. Mais ce n'est pas être amoureux. Être dépendant de quelqu'un, ce n'est pas être amoureux. Bien au contraire. C'est pas ça l'amour. Mentalement, ça colle pas. C'est qu'il y a un problème. Faire un blocage comme ça, parce que pour moi c'est un blocage, ça te bloque dans ta vie, forcément. T'es dépendant. Sans cette personne, tu ne peux rien faire. Faire un blocage sur quelqu'un, psychologiquement, c'est pas bon. C'est mauvais. Ça peut vous faire partir dans des sales délires. Ça peut vous faire partir dans une folie. Ça peut vous faire partir dans une dépression. C'est pas bon du tout. Et souvent, les personnes qui développent une dépendance affective, je pense que c'est des personnes qui essayent de
combler un manque externe, différent, qui n'a rien à voir avec la relation du partenaire en fait, avec le partenaire pardon. Donc déjà, je pense que faut avoir le déclic, faut s'en rendre compte, je crois qu'il y a des livres qui parlent de ça. J'essayerai de vous mettre si je retrouve, je vous mettrai en barre d'infos quelques livres de justement qui traitent ces sujets-là, ou des articles ou des sites internet, je sais pas. Je vais essayer de faire un truc qui pourra essayer de vous aider si vous rencontrez ce problème. Mais il faut se poser les bonnes questions parce que vraiment, si on dépend de l'amour de quelqu'un, de l'affection de quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qu'on essaye de combler en nous-mêmes et qu'on recherche à travers cette personne à laquelle on s'accroche et on se nourrit pour combler ce qu'il y a, ce trou béant à l'intérieur, quoi. Pour parler, moi, de ma relation personnelle, ça fait 7 ans. 7 ans que je suis avec mon conjoint et on a développé cette dépendance mutuelle. Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait on est tombé fou amoureux, on avait chacun nos vies de notre côté, on s'est rencontrés et maintenant ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Si ça vous intéresse, c'est qu'on pourrait faire une sorte de vidéo d'ailleurs dessus, mais parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, vraiment quand j'y repense c'est très tumultueux et moi c'est comme ça que j'ai pu apprendre sur plein de choses. Enfin bref, ça vous intéresse, je pourrais essayer éventuellement de faire une vidéo avec lui d'ailleurs. Mais pour en revenir à ce que je voulais, au début en fait ça a tellement été passionnel, fusionnel, ce truc de en fait on était chacun de notre côté avec quelqu'un et ça a été compliqué de retenir cette attirance qui a fait que le jour où on s'est mis ensemble, ça a été une fusion de malade mental. Et cette fusion, elle est devenue toxique. Elle est devenue toxique pourquoi? Parce que tu ne peux plus rien faire sans la personne. Tu développes une jalousie maladive qui n'avait pas du tout lieu dans tes précédentes relations. En fait, tout s'est décuplé. C'est voilà, le volume, il est à fond à tous les niveaux. C'est pas bon jusqu'au jour où on s'est rendu compte que, en fait, s'aimer trop, c'est pas bien s'aimer. Je t'aime, tu m'aimes, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, ça fait 7 ans qu'on vit ensemble. Ouais, je parle d'un vrai coup de foudre, les gars. J'habitais dans le sud, il habitait Paris. Un mois après, on habitait ensemble. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ce n'était pas on s'aimait pas de la bonne manière. On s'aimait pas de la bonne manière parce qu'on s'étouffait, on voulait tout le temps être collés. Et c'était dur de se séparer parce que lui, comme moi, ayant rencontré des mauvaises personnes et ayant nourri des relations toxiques, eh bien, on comblait le manque parce que pour nous, c'était oh, j'ai trouvé la personne de mes rêves, j'ai trouvé mon âme sœur. Et du coup, c'est comme si qu'en fait, t'as extrêmement faim, mais vraiment t'as la dalle de ouf. Et devant toi, on te met ton plat préféré. Qu'est-ce que tu fais? Tu te goinfres. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est goinfré, on s'est auto-goinfré, mais c'était pas bon. Et c'est là où on s'est dit, mais en fait, à quoi bon? Viens, on redescend d'un cran. Va de temps en temps à la salle de sport. Va de temps en temps faire un truc avec tes collègues. Trouve-toi une passion où moi, je ne suis pas dedans. Viens, on essaye de couper. Au fur et à mesure, on coupe. Et ça n'a été que bénéfique. C'est tellement plus paisible. C'est tellement plus sain. C'est tellement plus, je sais pas, ça n'a rien à voir avec avant. Oui, c'est sûr qu'avant, c'était rock and roll. Ah, c'était un couple de rockstar. Là, maintenant, c'est plus tranquille, c'est plus sain et c'est tout aussi enrichissant. Vraiment, notre amour, il n'a pas changé. Parce que de toute manière, on l'a vécu ensemble. Donc, c'est comme si que c'était une nouvelle version, un tome 2. Voilà. Donc, pour conclure, on va prendre, 3 cas. Premier cas. Si vous êtes tous les deux dans une relation dépendance affective, fusionnelle, passionnelle, vous en discutez à deux, bien on se dit 2 fois dans la semaine. Chacun fait une activité tout seul. Voilà. Chacun de son côté, chacun fait un hobby personnel. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Je vais chez l'esthéticienne, je vais à la piscine, je vais à la salle de sport, au cinéma avec un pote. Et pendant ces 2 activités, aucun contact. Quand je dis aucun contact, c'est genre, salut bébé, je sais pas, moi, j'en sais rien, je suis arrivée à la salle de sport, je te dis quand j'ai fini. Et pendant tout ce laps de temps, 0 nouvelles. Pas d'appel, on harcèle pas, on n'est pas des psychopathes, on reste tranquille dans son coin. De l'autre côté, vous êtes à votre activité, donc ça vous occupe également. Et vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez vous détacher. Et je vous promets que ça va pas du tout tuer la flamme. Mais loin de là, bien au contraire. Parole d'une meuf qui entretient la flamme depuis 7 ans. Cas numéro 2, vous êtes, vous, la personne dépendante de votre conjoint, de votre partenaire. Vous appliquez exactement le même conseil. Tout bonnement, vous prenez 2 activités dans la semaine, solo, où vous coupez votre lien, que ce soit lien réseaux sociaux, que ce soit lien téléphonique, rien du tout avec la personne. Vous faites une activité, vous allez à la bibliothèque, si vous faites du gaming, vous gamez pendant 3 heures, vous allez faire les boutiques, mais pendant ce laps de temps, vraiment, vous coupez tout. Vous essayez pas de regarder les stories, vous essayez pas de savoir quoi que ce soit. Vraiment, vous pensez à vous prenez que du temps pour vous. Et ça va vraiment vous faire du bien. Je vous jure, ça va vous faire du bien de ouf. Vous allez être content de vous retrouver, vous allez être content de prévoir une autre activité avec la personne une prochaine fois. Quand vous allez prévoir une activité, un resto ou autre avec votre partenaire, vous allez voir, vous allez kiffer le truc 2 fois plus. Et cas numéro 3, vous êtes dans une relation avec une personne qui est dépendante de vous. Faut crever l'abcès parce que c'est pas vivable. Surtout si toi t'es pas dans le même délire, c'est un peu chelou, tu vois. Dans ce cas-là, vous prenez des pincettes gentiment, vous dites que c'est pas bon, que
que c'est nocif, la personne, vu qu'elle vous aime, elle acceptera et elle essaiera de faire des efforts en appliquant ces conseils-là. Et si la personne n'y arrive pas, c'est pas bon signe. Ça sent pas bon, non. Ah, et bien sûr, si vous êtes dans le cadre d'une rupture et que vous êtes dépendant de la personne et que vous n'arrivez pas à vous détacher et à tourner la page ou autre, c'est très dur, hein. Mais il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience et redoubler d'efforts, se trouver une nouvelle activité, se trouver une nouvelle passion, une nouvelle occupation. En fait, il faut avoir le courage et la volonté. Sans volonté, on peut rien faire pour vous. Il faut s'occuper l'esprit au maximum. Déjà qu'une rupture, c'est compliqué, mais alors en plus une rupture d'une personne quand on est dépendant d'elle. Et si vous êtes dans ce cas, au moment où vous regardez cette vidéo, je vous envoie toute ma force et je vous fais un gros câlin. Mais avec le temps, tout passe, il faut la volonté et se relever, ok? Et puis vous êtes pas seul, hein, on peut parler, hein. Moi je suis là, hein. Donc voilà. Moi j'espère que là aussi j'ai pas été trop cash. Mais non, c'est vraiment des sujets moi qui m'emballent de ouf. Ça c'est des trucs vraiment où je peux parler pendant 4 heures. En connaissance de cause, franchement moi ça a été compliqué, hein. Mais une fois qu'on a dépassé tout ça, je vous jure, la vie elle est tellement plus belle. Sur plusieurs niveaux, hein. Bon allez, on passe au cas numéro 3. Bon là on a un sacré pavé. Salut Sabrina, je t'écris pour la vidéo YouTube. J'ai une copine que je considère comme ma sœur. On est amies depuis l'âge de 13 ans. J'en ai 26 aujourd'hui. J'ai toujours senti qu'elle était un peu envieuse, mais j'ai jamais prêté attention jusqu'à ce qu'elle fasse l'irréparable. J'ai un mec que j'aime bien depuis quelques mois. On se parle, on s'appelle et on s'est vu quelques fois. Rien d'intime, juste dîner et balade à deux, rien de plus. J'en ai parlé à ma copine qui m'a dit qu'elle le connaissait, qu'il avait une mauvaise réputation et que c'était un type à fuir. Sauf que je sais pas, je n'ai pas voulu la croire et j'ai continué à le voir sans lui dire jusqu'au jour où ça devient plus sérieux. Et je commence à lui dire ce que ma copine m'avait dit sur lui. Et là, il me sort des conversations Insta avec elle au début lorsqu'on se fréquentait, où elle le draguait clairement et j'en passe. Le truc, c'est que je ne veux plus la voir, mais je sais pas comment lui dire car je culpabilise alors que j'ai déjà pardonné beaucoup de ses coups bas. Et je sais pas, j'ai peur qu'elle se venge ou autre une fois qu'elle prendra conscience que je l'ai bien démasquée et que je préfère faire ma route sans elle. En gros, je suis bloquée. C'est un truc de ouf les meufs, hein. Donc si je capte bien, toi tu rencontres un mec, tu commences à parler avec, t'as le cœur qui fait boum boum, t'en parles à ta pote te dit non, faut fuir, mais par derrière, elle essaye de le pécho. Ouais, on a affaire à une grosse salope, quoi. Non, mais attends, en plus, donc t'es amie avec elle depuis l'âge... En fait, non, tu la considères comme ta sœur depuis l'âge de 13 ans et aujourd'hui, tu en as 26. Et plus bas, tu dis, tu culpabilises alors que t'as déjà pardonné beaucoup de ses coups bas, mais je sais pas, j'ai peur qu'elle se venge ou autre une fois qu'elle prendra conscience que je l'ai bien démasqué. Toxic. C'est pas ton ami. Et vous savez quoi là, clairement, elle me fait penser à moi au début là, quand je vous disais dans mes relations professionnelles, où justement je savais que la personne elle me faisait des crasses, mais je culpabilisais et j'essayais de me faire encore plus aimer. Genre tu culpabilises, mais c'est un truc de ouf en fait, c'est un truc de ouf. C'est comme moi, à chaque fois je me disais non, je vais pas me plaindre parce qu'après si elle sait que je l'ai balancé, que je dis qu'elle me fait vivre un enfer, ça va être pire. Mais non. Moi, ce que je te conseille, déjà, premièrement, c'est de couper les ponts. Clairement, cette meuf-là, si tu la gardes dans ta vie, c'est chaud. Ce genre d'espèce-là, c'est grave chaud. Dans la manière dont t'en parles à la fin, où tu dis oui, t'as peur qu'elle se venge, tu culpabilises, mais t'es clairement sous son emprise. Tu es clairement sous son emprise. Cette personne est mauvaise, cette personne est jalouse, cette personne veut te nuire. Qu'est-ce que t'as à perdre? T'as plus à gagner. Après, je comprends, c'est une amie de longue date, vous vous connaissez, vous vous fréquentez depuis 13 ans, des souvenirs en commun, que tu n'oublieras jamais, mais après stop, à un certain moment, faut arrêter d'être masochiste, chacun prend sa route. Ça va être dur au début parce que c'est toi qui prends la décision de couper ce lien en fait, c'est toi qui tranche, donc du coup tu vas un petit peu culpabiliser, mais après tu te sentiras beaucoup mieux. On peut pas changer les gens. Je sais qu'on aimerait des fois se dire oui mais bon tu sais au fond elle est pas méchante, des fois elle est pas comme ça, des fois elle est super sympa, mais des fois après elle est méchante. Même on peut pas changer les gens et on peut pas perdre de temps en fait et prendre le risque de souffrir ou d'être maltraité. Terminé, ça y a pas, c'est allez hop dégage-moi ça. C'est quoi cette copine à 3 balles là déjà? Non, ça faut direct. Et tu bloques, hein. Tu bloques de partout, qu'elle sache rien de ta vie, rien du tout, hein. Parce qu'après, ces gens-là, ils se nourrissent une haine. Laisse tomber, hein. Ce genre de meuf, ça devient love dans you, frère. On va terminer avec le dernier cas. Et puis, on aura fini avec cette vidéo. Oula, ah oui c'est long là par contre. Coucou ma belle, voici mon problème. Je suis en couple depuis 2 ans et je dois me marier cette année sauf que ma belle famille, ma belle-mère plutôt, empêche ce mariage. Tout se passait bien, présentation nickel, pareil avec son frère et sa sœur, sauf qu'au bout de quelques mois, les problèmes ont commencé. Elle a commencé à embrouiller mon futur mari pour X ou Y raison et à monter la tête de son frère et sa sœur contre lui. Contre lui ? Alors qu'il n'a rien fait de mal vraiment, c'était des reproches sans vraiment fondement et beaucoup de mensonges. Du coup, mon futur mari a coupé les ponts une fois et ils se sont tous excusés. Sauf que 4 mois plus tard, c'est reparti le même schéma. J'ai un peu essayé de raisonner mon mari car il voulait couper les ponts définitivement. J'ai un peu prêté mon écoute à sa maman pour comprendre et arranger les choses. Encore une fois, ils ont entre guillemets, ont passé l'éponge et là rebolote, sauf que c'est à moi qu'on s'en est pris cette fois-ci sans raison. Sa mère m'a insulté me disant qu'elle voulait pas que son fils m'épouse et qu'elle ne viendrait pas à notre mariage, que tout ça était de ma faute et son frère et
sa sœur m'ont bloqué de partout, alors que j'étais devenue quand même proche d'eux, surtout de sa sœur. Entre guillemets, on a le même âge. Je sais pas quoi faire, je suis partagée entre leur dire de se faire foutre à vie, ou encore essayer d'arranger les choses pour le bonheur de mon mari. Je crois pas qu'il... c'est du bonheur ça, hein. C'est... poison, ouais. Il veut plus en entendre parler car il est blessé, mais je sais pas si je dois le raisonner encore une fois. Ils lui font du mal et j'en suis témoin, je peux pas rentrer dans les détails pour pas me faire cramer, lol. On sait jamais, ça a mis une grosse tension dans mon couple, on se dispute souvent à cause de ça, plus les préparatifs de mariage. Vraiment, je ne comprends pas et je sais vraiment, mais vraiment plus quoi penser ni faire, ça me bousille, un des plus beaux moments de ma vie. Merci à toi. Ah, comment ça me vénère! Alors, donc si je comprends bien, plusieurs fois, il foutait la merde, en fait, dans la vie de ton futur mari, par pure méchanceté. Enfin, tu fais pas ça ni à ton fils, ni à ton frère. C'est bizarre, c'est malsain. Il y a quelque chose de nocif là-dedans. Donc, une fois, deux fois, trois fois, ils ont foutu leur merde. Et 3 fois, vous avez pardonné. Et la 4e fois, c'est toi qui as morflé. Et de ce que tu me dis, sans raison. Sa mère m'a insulté en me disant qu'elle voulait pas que... Ouais, bon, déjà, elle a un problème, déjà. À quelle heure un parent peut dire, toi, tu te maries avec lui ou avec elle? Vous êtes en quelle année, vous? Et de toute façon, il y a des relations extrêmement toxiques entre les mères et les fils, hein. Il y a des mères, elles sont tellement, mais tellement mauvaises avec leurs garçons. C'est limite malsain. Il y en a à 40 balais, elle serait encore capable de leur donner le sein, frère. Vous êtes des malades, vous. Et en plus de ça, donc, toi, t'avais tissé des liens avec sa famille, malgré qu'ils aient foutu la merde dans la vie de ton conjoint. Donc déjà, c'est un effort de ta part, c'est une belle preuve d'amour, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient dire à ta famille, c'est une famille de merde, je veux plus en entendre parler. Donc toi-même, t'as mis l'effort dans cette relation pour vraiment qu'elle se passe le plus paisiblement possible. Or, à la fin, on te bloque de partout. Soit c'est par crainte, ou soit c'est par phase, en fait. C'est des gens pas stables. Moi, je comprends pas les gens qui bloquent comme ça, sans raison vraiment apparente, où t'as pas eu de problème avec eux, ou justement, t'as pas... Enfin, la relation, elle est pas directe. C'est-à-dire que toi, t'as une relation avec eux à travers ton futur mari. Donc, moi, je pense que c'est plus pour t'atteindre. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue, je pense que ils ont essayé de foutre la merde 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils ont vu que ça marchait pas. Ils se sont dit, c'est quoi son point faible? Son point faible, c'est elle. Et du coup, on change le fusil d'épaule et on va lui tirer dessus à elle, quoi. En te mettant un peu la misère, parce qu'en t'insultant, en te disant clairement qu'on veut pas de toi, en te bloquant, c'est vraiment genre, on veut plus rien avoir avec toi. Et si, en plus, vous avez eu des liens proches, où t'as pris quand même le temps de les connaître et de tisser des liens, bah, c'est brutal, c'est méchant. C'est genre, du jour au lendemain, on ne parle plus. Surtout que vous avez le même âge, donc ouais, je comprends pas. Si t'as vraiment rien à voir dans l'histoire, je comprends pas. Mais de toute façon, t'as rien à voir dans l'histoire. Je sais même pas pourquoi je dis ça, tellement que c'est clair et net. C'est sûr que t'as rien à voir dans l'histoire. Parce que si ça avait vraiment été le cas, si vraiment t'avais quelque chose à voir dans cette histoire, c'est à toi qu'on se serait pris dès le début et pas à lui. Comme je le répète, on fait pas ça à son frère ni à son fils. C'est hors de question. Dans les relations familiales saines, ça n'existe pas. Au contraire, on veut son bonheur et on essaye que ça se passe au mieux dans sa vie. Il veut plus en entendre parler car il est blessé. Mais tu m'étonnes. Moi, je m'embrouille avec ma petite sœur. Je m'embrouille avec ma petite sœur, déjà ça me fait chier. Mais c'est en plus ma petite sœur, elle s'en prend à mon mec. Ouah, non, je le supporterai pas. Mais c'est honteux. C'est la honte. T'imagines, genre ta propre famille gratuitement, genre elle mêle ton conjoint, ton partenaire à vos problèmes de psychopathe. La honte. Vraiment, les familles comme ça, la honte sur vous. Y a rien à faire. Et principalement, je sais pas parce que là du coup, vu que c'est un mail, je peux pas échanger. Mais si tu vois cette vidéo, je mets mes 2 mains à couper et ma tête au feu que ces gens-là, ils ont des problèmes avec tout le monde, pas qu'avec vous. Je suis persuadée. Ce genre de profil-là, c'est des gens, c'est toujours la faute des autres. C'est jamais de leur faute. C'est jamais ils se remettent en question. C'est toujours la faute de quelqu'un. C'est des nids en brouille partout, ça. À fuir. Mais je sais pas si je dois le raisonner encore une fois. Quoi? Attitude de connasse, je vous ai dit, t'en as rien à foutre, ton mari, il est avec toi, tu vas te marier avec. Oh, 4 fois. Faut arrêter de croire que sous prétexte qu'on a un père, une mère, un frère, une sœur, qu'on a des liens de sang, ces personnes avec qui on a des liens de sang peuvent nous pourrir la vie. Ce n'est pas normal. Lien de sang ou pas, personne ne vous pourrit la vie. C'est mort. Père, mère, grand-père, le voisin, la cousine, le frère, le demi-frère, la cousine germaine, niette, sang ou pas sang. Toi, tu les maltraites pas, toi, tu les traites bien. Y a pas une merde là dans le système. Pourquoi eux ils le sont pas avec toi? Point barre. Allez, emballer c'est peser à la porte. Et pour lui, déjà ça doit être très compliqué. Mais si lui, il veut plus en entendre parler, tu te mets en retrait parce que quand je lis là ouais, vous faites que de vous disputer et tout, c'est parce qu'à mon avis, tu dois bien lui prendre la tête. Moi, j'ai déjà fait l'erreur. Moi, j'ai déjà fait l'erreur de quand Mehdi il est bloqué sur un truc, une mauvaise expérience ou qu'il est blessé par rapport à quelqu'un ou autre, et que j'essaye de le faire changer d'avis en disant mais non, relativise, t'inquiète pas, essaye de pardonner et machin. Non seulement de 1, tu t'en prends plein la gueule. Moi, ça m'est déjà arrivé où je disais à
jamais dit mais non, pour d'autres raisons, mais on parle de relations, hein, c'est pas forcément, hein, bref. Où je disais, essaye, pardonne, mets ta rancœur de côté. Mais vu que ce sont des comportements récurrents, avant d'arriver à le convaincre de changer d'avis, c'est une bataille, donc tu te prends la tête, et de deux, ça revient toujours. À un moment ou un autre, ça revient. Et moi, je me suis déjà pris dans la gueule des, alors Sabrina, je t'avais dit que ça allait recommencer. Tu vois que ça sert à rien. Eux, ils se soucient pas de te créer des problèmes. Alors qu'est-ce que tu te soucies d'eux? Parents, pas parents, faut arrêter. Faut arrêter ça. Au contraire, ça devrait être l'inverse. Justement, tes parents, ils devraient tout faire pour toi. Ils devraient tout faire pour que ce moment, donc votre futur mariage, se passe dans les meilleures conditions. Mais non, stop. Si tu laisses une pomme pourrie dans ton panier de fruits, pas t'étonner qu'après, tous les fruits, ils sont pourris. C'est pareil. Tant que vous laisserez ces gens-là dans vos vies, tous vos moments de bonheur vont être gâchés. Après le mariage, ce sera les naissances. Et après les naissances, ce sera les anniversaires. Et après les anniversaires et machin. Et ça s'arrêtera jamais. Jamais, jamais. Ces gens-là, ils ont un problème avec eux-mêmes, et tant qu'ils ne l'ont pas réglé, et tant qu'ils n'ont pas eux-mêmes le déclic, mais il faut s'en assurer, hein, parce qu'il y en a certains, ils aiment bien te faire croire que oui, pardon, je suis désolée, c'est de ma faute, et 2 jours après, schizophrénie, on a tout oublié, ça recommence, tu comprends pas. Donc voilà, faut vraiment être sûr que ces gens-là ont réellement changé. Sinon, ciao. Et vous êtes pas responsable, hein. Si vous vous mariez sans sa famille, c'est eux les responsables, c'est pas vous. C'est eux qui ont fait le choix de briser ces liens avant cette union. C'est eux qui ont fait le choix de pas faire partie de vos moments de bonheur. C'est eux qui les ont gâchés, pas vous, au contraire. Mais ça me fait mal au cœur, genre la dernière phrase, ça me bousille un des plus beaux moments de ma vie. Vraiment, il y a des familles, je vous jure. Vraiment, c'est trop méchant. Déjà, toi, comment ça doit te faire mal au cœur, mais alors lui. Mais lui, j'imagine même pas dans quel état il doit être. Tu te rends compte, ta propre famille, elle te gâche tes moments de bonheur. Ta propre famille, elle te met des bâtons dans les roues. Ta propre famille. Le pauvre. Prends bien soin de lui, hein. Et mariez-vous, hein. Avec ou sans eux, hein. Mariez-vous. En espérant quand même que tout rentre dans l'ordre et tout s'arrange entre vous. Mais si c'est pas le cas, c'est pas vous le problème, c'est eux. On peut pas changer les gens, malheureusement. Eh bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ce format, enfin ce contenu vous a plu. Je vous remets l'adresse mail juste ici si vous voulez que je fasse une partie 2 avec vos témoignages anonymement, bien évidemment. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao.